Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porquerolles. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Ils résument ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. Tu vas voir, le Levant c'est différent, m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de séjour en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Laurette Alario. Bonjour Laurette, vous êtes née en Tunisie au début des années 50 où vous êtes restée jusqu'à vos 8 ans avant de vous installer avec vos parents et vos 2 frères à Hyères où vous avez fait toute votre scolarité. À 17 ans, vous rencontrez le futur père de votre fils, Levantin, qui vous fait découvrir l'île du Levant. Vous vous y rendez pour la première fois en 1972 pour finalement ne plus jamais en repartir. Cela fait 50 ans que vous y résidez une bonne partie de l'année. Pour commencer, Laurette, qu'est-ce qui conduit vos parents à quitter la Tunisie et à venir s'installer à Hyères ? C'est la guerre de l'indépendance, tout simplement. Vous connaissez la région ? Je connaissais pas du tout la région, mais mon père travaillait à la base de Bizerte et donc il a été muté à la base de Hyères. Mais ils sont pas originaires de Tunisie au départ, vous... Non, ils sont originaires de Sicile, mais ce sont mes grands-parents qui ont migré de la Sicile vers la Tunisie, pour différentes raisons. Pour mon grand-père paternel, c'était la pauvreté. Pour mes grands-parents maternels, c'était une question d'honneur. Voilà. Vous pouvez préciser quelle fonction exerçait votre papa ? À la BAN, il était ingénieur électronicien. Et votre mère exerçait également une profession ? Non, maman, comme à l'époque, n'avait pas le droit de travailler, donc elle élevait ses enfants, ses 3 enfants. Vous grandissez donc, Laurette, à Hyères, où vous faites toute votre scolarité, ou une partie de votre scolarité, puisque vous irez faire des études à Nice, si je me trompe pas. Donc vous rencontrez, on l'a dit, à 17 ans, votre futur mari, un Levantin, qui vous conduit sur son île un jour de juin 1972. Quelle a été, Laurette, votre première impression en arrivant au Levant ? Ma première impression, elle était assez étrange. Donc, vous l'avez compris, mes parents sont d'origine sicilienne, donc assez puritain, oui, on peut dire quelque chose comme ça, assez puritain. Je débarque sur cette île, la première fois, j'en parle même pas à mes parents. Et Fretz me fait passer par le chemin du bord de mer, parce que c'était l'été, qu'il avait chaud. Et bien entendu, moi j'avais mon jean et mon t-shirt, et lui aussi. Et en passant sur les dalles du bain de Diane, à un moment, effectivement, les gens qui se faisaient bronzer sur les dalles ont commencé à applaudir. Je comprenais pas pourquoi, bien entendu. Et Fretz, qui est plutôt grande gueule, ça a commencé à s'énerver et à les engueuler en disant je suis chez moi, je passe comme je veux, où je veux, quand je veux. Voilà. Et là, le ton est monté, les gens sont montés sur le chemin est tout petit, il y avait au moins une 30aine de personnes sur le chemin qui criaient, qui se bousculaient. Et à un moment, il y a un petit vieux qui me tire le t-shirt. Je comprends pas ce qui se passe. Je panique. Et là, Fred se vient me chercher et on repart vers la maison des parents de Fred, le Ponant n'existait pas à cette époque-là et qui est juste au-dessus. Voilà. Et alors, cet esprit un peu vindicatif, il exprimait quoi, Laurette ? Bien entendu, les naturistes voulaient que je me mette nue, pour moi, il n'en était pas question. Et Fretz ne voulait pas déroger à ses habitudes, et il aimait passer par le chemin du bord de mer, donc il passait par le chemin du bord de mer, qu'il soit habillé ou pas habillé. Il était naturiste dans l'âme, il vivait nu à la maison, même en hiver, donc ça c'était... Mais voilà, là, je sais pas pourquoi...
Il s'est pas déshabillé parce qu'on arrivait et qu'il allait chez lui, tout oui, simplement. tout simplement. Il s'est pas posé forcément. Et je lui ai la question. demandé, j'ai dit, donc j'ai dit, mais il y a que ce chemin. Il me dit, non, il y a la route au-dessus. Je dis, bah, on pouvait pas passer par la route au-dessus. Il dit, non, moi, j'aime bien passer par là. Tout simplement. Il vous avait pas mis en garde encore. Pas même. du tout. Pas du tout. Pour lui, c'était normal. Il n'a pas du tout été étonné qu'ils applaudissent. Donc, dès qu'ils ont applaudi, il s'est énervé et il a commencé à dire des choses un peu virulentes, on va dire. Et vous, Voilà. vous avez vécu ça comment? Est-ce que ça vous a un petit peu effrayé, perturbé, ou ça a suscité de la curiosité? Une grande interrogation, parce que alors là, je comprenais rien. Et je comprenais pas pourquoi Fred me faisait passer par là. Je comprenais pas pourquoi les gens s'énervaient à ce point-là. Il y avait pas de quoi s'énerver. Voilà, je comprenais rien. Je connaissais pas l'histoire du Levant, je connaissais rien. Il me fait venir là, mais je ne savais pas du tout où j'arrivais. Vous avez 17 ans à l'époque, c'est ça, Laurette? Oui. Oui. Sans doute, oui. 17 ou 18 ans. Donc, première découverte pour vous du Levant. Néanmoins, vous n'êtes pas installé tout de suite sur l'île. Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous décidiez de vous installer avec votre futur mari sur l'île? On est en 72 et ma belle-mère décide de prendre en gérance le snack du bazar. Mhm. Mais elle avait jamais fait ce métier-là. Elle venait de vendre l'hôtel Les Digny, qui est maintenant les Terrasses Levantines, qui sont maintenant les Terrasses Levantines. Et donc, elle voulait pas rester sans rien faire. Donc, elle dit à son mari, à son fils, je vais prendre la gérance du snack du bazar. Bon. Rapidement, elle s'en sort pas, son mari vient l'aider. Et rapidement, tous les deux ne s'en sortent pas. Et appellent leur fils à venir les aider. Comme l'été, on était... donc, moi, je venais de 72, je venais de passer mon bac. Lui, il avait fait sa première année à l'IUT de Toulon pour m'attendre. Et puis donc, il est venu aider ses parents et bien entendu, il m'a demandé de venir faire la saison. Moi, j'avais jamais fait la cuisine ni le service, bien entendu. Mes parents sont venus pour constater les lieux parce qu'ils n'allaient pas laisser leur fille comme ça. Et on décide d'organiser des fiançailles pour que ce soit quand même correct. Mhm. Donc là, et on avait chacun notre chambre, Fred et moi, pour mes parents, bref. Et voilà, et je fais ma première saison au snack du bazar. Très rapidement, je descends en cuisine et très rapidement, je me suis retrouvée au fourneau alors que je savais pas cuisiner. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça, c'était la première année, la première saison, et les autres aussi. Ça a continué pareil. Alors, avant qu'on évoque votre expérience au snack du bazar, vous avez évoqué vos parents, leur origine sicilienne. Comment ils ont perçu votre... Voilà, cette première saison, peut-être l'officialisation aussi de votre relation avec votre futur mari Levantin, donc qui présageait peut-être une installation future plus longue, ce qui sera en effet le cas. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont essayé de vous dissuader? Oui. Ou... Oui. Bien sûr. Ils aimaient pas du tout le lieu. Pour mes parents, c'était un lieu de perdition, donc ils n'aimaient pas du tout ça. Et il n'a pas été question au départ que l'on vienne s'installer sur le Levant. C'était l'été pendant le temps, la période des études. Donc on venait que les deux mois de juillet-août, de fin juin à début septembre, et puis après en l'hiver, on continuait nos études. Mais il n'a pas du tout été question qu'on s'installe sur l'île du Levant. En 79, je suis enceinte de mon fils Tim, et au mois de mars. Mes beaux-parents appellent leur fils en lui disant il y a la pomme d'Adam qui est en vente. Et Fred aimait beaucoup la pomme d'Adam. Donc il me dit ça, j'ai dit non mais attends, il n'est pas question, enfin moi je suis pas d'accord. Et puis il me dit je vais voir, je vais discuter, je te dirai. Et puis il revient et il me dit vraiment c'est intéressant, allez on essaye de commencer comme ça. Et donc la signature de la pomme, elle s'est faite le 10 juin, c'était prévu pour le 10 juin, la rentrée dans les lieux, mais moi j'étais à l'hôpital, puisque le 6 juin, j'ai accouché de mon fils. Voilà, et une semaine après, j'ai suivi mon mari, et je suis arrivée à la pomme d'Adam avec mon fils dans son panier, tout bébé de 6 jours. Incroyable. Donc 79 années extrêmement importantes pour vous, naissance de votre fils, acquisition de la pomme d'Adam, et ça scelle votre installation ici. C'est le démarrage de votre installation au Levant.
Et c'est à partir de là, c'est les 10 années qu'on suivit, puisqu'on faisait les travaux, il fallait tout rénover, la pomme était dans son jus des années 60. Donc il y a eu cette grande série de travaux. Donc l'hiver, Fred faisait les travaux avec Jean-Paul, Jean-Paul qui était le barman l'été et qui était l'ouvrier l'hiver avec Fretz. Et moi, je faisais de toute façon toujours des allers-retours parce que je ne supporte pas de rester dans un lieu sans bouger. Donc j'allais faire tout ce qui était course, tout ce qui était nécessaire à la vie sur l'île du Levant l'hiver. Donc c'est moi qui bougeais. J'avais mes parents en face qui me gardaient le petit. J'avais la possibilité de faire librement toutes les courses qui étaient nécessaires parce qu'il fallait acheter les matériaux, il fallait acheter les vis. Enfin, donc c'est là que j'ai commencé il fallait que je sache bricoler. Comment ça se faisait en tout cas. Oui, voilà. Oui. Et j'ai plus jamais arrêté. Oui, on y viendra à vos pratiques non seulement de bricolage mais surtout artistiques. Mais alors du coup, de 79 à 89, ce sont des travaux où l'établissement est déjà en fonction ou c'est l'établissement est en fonction, mais l'hiver, il y a les travaux se sont faits par étapes. Par étapes, dans un premier temps, on a agrandi d'un morceau, puis d'un autre, voilà. C'est long. La construction de la pomme, ça a été long. Ça a duré 10 ans, et au bout de 10 ans, les parents de Fred qui continuaient au Ponant à ce moment-là, puisque c'était, on avait fait 4 ans de saison au Ponant avant la pomme d'Adam. Oui, alors on a brûlé quelques étapes. Pour les auditeurs, pour pas trop se perdre, donc je crois que vous avez fait 4 ans au Snack du Bazar. Non, 3 ans. 3 ans au Snack du Bazar, plutôt en tant que saisonnière du coup à l'époque. Et au Ponant aussi. Et 3 ans au Ponant. Oui. Et ensuite, donc l'acquisition de la pomme d'Adam et l'exercice à la pomme d'Adam, une enseigne historique de l'île, vraiment centrale sur la place du village. Le deuxième bâtiment construit après la boulangerie. Quelle atmosphère, quelle ambiance vous souhaitiez vraiment incarner avec cet établissement, avec votre mari? Qu'est-ce que vous vouliez insuffler? Moi, je suis pas devant. Je suis pas du genre à donner une ambiance. C'était pas moi l'ambiance. Tant que nous étions mariés, l'ambiance c'était Fretz. Moi, j'étais les petites mains travailleuses derrière. Je m'occupais de tout le reste. Ouais. Et Fred se mettait une ambiance, comme il a mis une ambiance au Ponant qui était excessivement conviviale et sympathique. La clientèle du Levant est une clientèle extraordinairement gentille, agréable, parce qu'ils ont posé la voiture sur le continent, ils arrivent ici, ils posent les vêtements, et c'est la joie et la liberté, et voilà. Vous vous êtes senti bien accueilli ici les premières années? Comment ça s'est passé? C'était pas votre problème? Pas du tout. C'est-à-dire, vous arriviez avec un jeune enfant, il fallait travailler. J'avais mes soucis, j'avais mon fils, donc il fallait m'en occuper. J'avais beaucoup de travail, mais j'aimais ça. J'avais mes peintures. Il fallait absolument que je reste dans la possibilité de créer de façon artistique. Ça, c'était tout aussi important pour moi que le travail, et j'arrivais à tout concilier, mais par contre, fallait pas me demander d'avoir des relations avec les gens, c'était pas mon propos, puisque Fred en plus le faisait très très bien. Donc, mais vous, ça vous dérangeait pas? Quand il avait une relation d'amitié avec des personnes qu'il aimait beaucoup, il les invitait, et à ce moment-là, je les rencontrais, et effectivement, quand il aimait bien quelqu'un, je les aimais bien aussi, c'était pas pour rien. Non, je comprends. Donc, vous avez un petit enfant à l'époque, j'imagine que ça devait être assez difficile à gérer. Non. C'était très facile. Le seul souci quand il était bébé, c'était quand même le faire garder. Je le faisais pas garder, il s'est gardé tout seul, il était avec nous. Oui. Et il avait peut-être même pas 2 ans, ils étaient en train c'était le début de l'été ou je sais plus, je me rappelle qu'il faisait beau, ils étaient en train de travailler dehors, je ne sais où, Jean-Paul et Fretz comme d'habitude. Et ils ont pas surveillé Tim, il y avait une échelle contre le toit, et Tim, il savait à peine marcher, il s'est retrouvé sur le toit quand même. Donc, ça s'est très bien terminé. Une petite vie d'insulaire voilà, c'est tout. Qu'il découvre. Voilà, et sur cette île, il n'y a pas de danger, sauf des dangers de ce genre. Ouais. Voilà. Peut-être un regard aussi bienveillant des insulaires sur les uns et les autres. Bien sûr. Ouais. Alors on parlait de vos parents qui étaient un peu réticents au début de votre installation sur l'île, qui vont finalement
vous soutenir et même s'investir avec vous à vos côtés. Vous me parliez, Laurette, de votre père qui s'était improvisé DJ à la Pomme d'Adam. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Comment du père protecteur il est passé de... il est toujours resté père protecteur jusqu'au bout. Hein. Non, mon père et ma mère avaient une passion pour la danse et pour le disco. Et donc, quand il finit le week-end, quand il avait plus le travail, mon père me disait, automatiquement, il achetait des disques. Et c'était de 9h du matin jusqu'à midi, jusqu'au repas, la musique assez fort dans la maison de tout ce qui était disco. Donc c'était son plaisir, il achetait des disques, il les écoutait. Ma mère adorait danser, donc il organisait également des balles. Non, il les a organisés après les balles, après le Levant, parce qu'il avait été formé. Donc ça, c'était son plaisir. Quand on est arrivé sur la place, la première année, il y avait juste le bal du 14 juillet et du 15 août. Mais il y avait les 3 restaurants qui tournaient et il y avait 3 musiques différentes. Vous aviez la musique de la boulangerie, la musique de la pomme, la musique du minimum. C'était très pratique hein, quand vous aimiez pas la musique de la boulangerie, et ben on allait vers le minimum et il y avait autre chose comme musique. Donc cela dit, pour ceux qui connaissent pas le Levant, pour être allé sur la place hier soir, les enseignes sont quand même très proches. C'est très proche. C'est très proche. Donc c'était un peu cafouilleux, mais voilà. Donc on fait notre première saison comme ça. Et là, on dit, non mais là, c'est pas possible, il faut changer ça. Et donc Fretz a tout de suite, dès la fin de la saison, est allé parler avec nos collègues et voisins pour arriver à avoir une seule musique quand même sur la place du village pour les bals. Et donc, il fallait trouver un DJ et tout ça. Et mon père, tout de suite, s'est proposé, puisqu'on en parlait avec eux dans l'hiver, mon père, tout de suite, s'est proposé, parce que tout ce qui était... il n'y avait pas les CD, il y avait les disques plastiques, les disques vinyles et magnétophones et tout ça. Il s'est équipé, il a fait son premier bal le 14 juillet, je pense, dès l'année d'après. Et après, il s'est petit à petit beaucoup mieux installé pour faire ça, parce que mon père est un perfectionniste, et on lui a donné, sur l'une des 2 fenêtres de la Pomme, il s'était fait un petit cabibi perso, il surveillait les gens qui dansaient, et il s'était installé le matériel à demeure. Par contre, les baffles, il les sortait, il les rentrait le soir, le matin, voilà. Donc il s'est vraiment pris au jeu. Ah, plus que ça, parce qu'il adorait ça, mettre la musique et donc faire monter l'ambiance. Et ça, il aimait bien. Ma mère, qui n'aimait pas le Levant, mais elle adorait danser. Donc elle dansait sur la place, pendant que mon père mettait la musique. Et de temps en temps, elle montait en lui disant, ça va pas ta musique, mais autre chose. Voilà. Et ça a duré 17 ans. Après, on a fait beaucoup plus de balles. J'ai fait voter par l'Assemblée générale l'autorisation d'organiser 7 balles sur la place du village. On a eu une autorisation à 80-85%, je me rappelle plus. Et donc après, on a mis en route. Mon père s'occupait de tout, c'était facile. Il avait les dates de bal, il faisait tout seul, bien sûr. Mm-hmm. Et nous, on n'avait plus qu'à servir les gens. Incroyable. Voilà. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à pratiquer le naturisme? Surtout pas. Hein. Surtout pas. Bah non, mais Laurette, on a du coup envie de... Non, mais vous vous rendez pas compte. Mais mon père a des principes. Oui. Et alors ça, c'était très drôle. Il a des principes, il venait au Levant, donc il arrivait le matin pour installer le matériel, faire le bal, et le lendemain, c'était obligé, il fallait qu'il aille saluer mon beau-père. Oui. Mon beau-père était opponent, et mon opponent, il était à poil. donc ils descendent à chaque fois, et ma mère, très 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 mal à l'aise avec la nudité, surtout la nudité des hommes. Donc la première fois, bon, moi je fais pas attention puisqu'ils descendent, ils connaissent le chemin. Et la fois quand ils reviennent la fois d'après, ma mère me dit, tu peux pas demander à Fretz qui demande à son père de s'habiller, tu les préviens qu'on descend et qu'on va les saluer, puis qu'ils s'habillent. J'ai dit ben oui, je vais voir. Donc je transmets à Fretz, qui me fait je vais voir. Ça va être difficile, mais je vais voir parce que mon beau-père, il avait son caractère, c'était 2 lions tous les 2. Hein. Et il répond pas, donc Fretz l'appelle, lui dit, il répond pas, et Fretz me dit je sais pas, hein, je sais pas s'il va le faire. Et ma mère m'a dit que effectivement, en arrivant, il avait mis un maillot, qui était un très gros effort pour lui.
Donc, bon, mes parents, ils disaient bonjour, au revoir, restaient 5 minutes et ils repartaient, hein, c'est tout. Et après, c'était la tradition. Donc, ils allaient saluer. Moi, Fred s'appelait ses parents. Qui mettaient le slip pour la pour rencontre, voilà, le choc culturel. Voilà. mais voilà, qui s'est plutôt bien... Les deux ont fait un effort. Exactement. Ils se sont rejoints à un moment donné. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'ambiance de ces nuits sur la place du village? Et puis, vous semblez aussi l'exprimer. On sent qu'il y a vraiment une cohabitation entre, vous dites opponents, les gens étaient nus, oui. C'était pas le cas à la Pomme d'Adam. Ah ben non. Donc comment tout ça se mélange et cohabite harmonieusement? Ah ben c'est naturellement harmonieux. C'est naturellement harmonieux. Oui, alors avant, bien sûr, quand j'ai débarqué, le naturisme était beaucoup plus non seulement pratiqué, pratiquement, enfin, c'était deux règles. La règle, c'était le naturisme. Il fallait bien sûr, dès qu'on quittait le bord de mer, sur les corniches, mettre le minimum, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Vous précisez le minimum, voilà. De quoi il s'agit pour... Le minimum, c'est le petit triangle qui couvre le sexe, voilà, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Moi, j'avais une boutique derrière la Pomme où je vendais des journaux, j'avais racheté la licence des journaux. Et donc, je faisais boutique et voilà, je vendais les minimums, on les faisait fabriquer parce que ça, on n'en trouvait pas facilement. Et donc, on vendait des minimums pour les hommes et pour les femmes au début. Et sur la place du village, c'était... bon, voilà. Après, très rapidement, l'habitude est venue au paréo. Moi, j'ai poussé à ce que les hommes mettent des paréos d'une autre manière, plus plat. C'était le paréo plié en deux et posé à plat contre le ventre. Et les hommes aimaient bien ça. Mais vraiment, pendant longtemps, les femmes étaient en paréo pour le bas et les hommes aussi. Et bien sûr, par contre, c'était toujours seins nus. On ne voyait pas de femmes avec un t-shirt. Ça, on va dire pendant 20-30 ans. C'était naturel. Moi, les serveuses servaient seins nus, j'ai servi seins nus, c'était naturel. C'était naturel. Mais donc toujours années 80 jusqu'à 2000 80, à peu près. 90. Ouais. Oui, 2000. Alors 2000, j'ai quitté parce qu'on a divorcé avec Fritz, j'ai quitté le Levant 2 ans. Oui. Et effectivement, quand je suis revenue, j'ai pas fait attention tout de suite, mais on me l'a fait remarquer que voilà, il y avait danger du naturisme sur l'île du Levant. Et quand je me suis rendu compte que une femme qui s'asseyait en terrasse seins nus, je l'avais remarqué, je me suis dit là effectivement, d'un coup, je me rends compte que ce n'est plus l'habitude. Et là, ça devient rare. Enfin, ça devient rare. Je trouve ça très dommage. Il y a une pratique du libertinage également sur l'île du Levant. Est-ce qu'il y a eu également une évolution? Comment vous avez découvert le libertinage au Levant? Je l'ai découvert. Comment elle s'incarne ici? Voilà, je l'ai découvert quand à la Pomme d'Adam, parce qu'il y avait vraiment, les gens prenaient en général, venaient pour 15 jours. Après, il y avait ceux qui travaillaient dans l'éducation nationale qui arrivaient au moins pour 2 mois. C'était la pratique, c'était les longs séjours sur l'île du Levant. Enfin, en moyenne, c'était 15 jours. Et donc, on voyait à partir de tout début août, les 2, 3, 4 août, arriver la période des libertins sur l'île du Levant. Ils étaient là entre le 15 et le 20. Donc, c'était 15 jours, la période des libertins. Et moi, j'adorais les voir arriver parce qu'ils arrivaient bien sûr, ils posaient leur valise à la Pomme. Et ils se retrouvaient parce que chaque année, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent à la même époque. Et ça continue et c'est ça qui est agréable sur le Levant parce que c'est comme ça que les gens se connaissent et qu'il y a cette convivialité. Et donc, pour moi, c'était vraiment très drôle parce que le soir, ils arrivaient, ils avaient réfléchi tout l'hiver à ce qu'ils allaient faire. Ils arrivaient avec des tenues excentriques, très rigolotes. Ils arrivaient avec des histoires de gages. Donc, des fois, on voyait arriver sur la terrasse, enfin, une espèce de balai, on comprenait pas. Puis après, on venait nous expliquer qu'il y avait eu un gage, qu'il y avait eu des choses comme ça. C'était très marrant. C'était des gamins. Ouais. C'était des gamins qui se lâchaient, voilà, c'était vraiment ça. Et ensuite, ça s'est maintenu parce qu'il y a eu quand même les années SIDA. Voilà, alors les années SIDA ont beaucoup bousculé, ont tout bousculé petit à petit. Il y a eu quand même une sacrée hécatombe au niveau de la clientèle du Levant, on l'a ressenti.
Et entre ceux qui étaient malades et ceux qui n'osaient plus venir à cause justement de ce sida, parce que ça a fait peur. Et effectivement, les libertins sont revenus après petit à petit, mais pas avec le même esprit. Il y avait il y avait plus d'inquiétude quand même. Il y avait plus d'inquiétude. Je comprends. On l'a pas évoqué, mais votre fils grandit sur l'île. Hein, c'est vraiment un insulaire, né ici, qui a vécu son enfance ici. Il est allé à l'école du Levant. Ben oui, à partir de 3 ans, il allait à l'école du Levant. Il a fait jusqu'à son CP, mais son CP, il était tout seul. Il était tout seul. Il avait un instituteur qui était un peu spécial. Et qui il s'entendait très bien. Bon, moi il arrivait à midi, il repartait à 1h. Je disais mais l'école ça commence à 2h. Il me dit oui mais on va jouer avec le maître. Et donc ils avaient reçu, c'était l'année où toutes les écoles recevaient un ordinateur. Donc il y avait un ordinateur pour l'école du Levant qui avait qu'un élève, c'était mon fils, qui jouait, ils n'ont fait que jouer. Alors, au niveau mathématique, il était très fort parce qu'il faisait des jeux sur les maths et tout ça, il y avait aucun problème. Mais quand je me suis aperçue qu'au niveau des écritures, c'était vraiment, il avait pas du tout appris à écrire. Ouais. Donc, il y avait ça et il y avait le fait que l'école allait être supprimée s'il y avait plus qu'un seul élève. Après, il y a eu d'autres enfants plus petits. Ils étaient combien? Mon fils, il était tout seul. Ah, il était tout seul. Il était tout seul. Et puis, il y a eu des enfants. Donc, l'année d'après, il y a eu d'autres enfants. L'école a continué. Mais moi, j'ai pas voulu le laisser continuer comme ça. Donc, je lui faisais faire la rentrée à Maintenon à hier. Et puis le dernier trimestre, il le faisait au Levant, ça se faisait bien. Ouais. Et donc c'était très facile. À partir de Pâques, hop, il basculait sur l'école du Levant. Et là, il l'a fait jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2. Voilà. Il est ensuite allé, j'imagine, au collège sur le continent. Comment vous êtes organisé, Laurette? Eh Parce que vous étiez, mes parents, ils s'y sont collés. Ouais, ils l'ont accueilli. Oui, ils l'ont accueilli chez lui. Voilà, eux, donc j'organisais, mais de toute façon on continuait à faire des travaux parce que on a fait des travaux au Ponant à la Pomme pendant 10 ans et puis après au Ponant, ça a continué au Ponant. Fred s'est pris derrière ses parents, ils voulaient plus tenir, c'était trop lourd pour eux, donc Fred est descendu au Ponant, donc au Ponant, ils ont refait toujours avec Jean-Paul, ils ont refait descendu le restaurant d'un étage, fait des chambres à la place du restaurant, etc. Donc c'était des travaux qui ont duré. Et moi, je mettais mon fils au bateau le dimanche soir, mes parents venaient le récupérer, donc c'était le capitaine du bateau, je le confiais au capitaine du bateau, donc il restait dans la cabine du capitaine, mes parents venaient le récupérer au Lavandou. Et moi, je retraversais le jeudi pour avoir le vendredi toutes les courses à faire pour les besoins du Levant. Et le samedi, on reprenait le bateau tous les deux. Et comme ça, il voyait son père pour le week-end. D'accord. Et ça, il a fait toute sa scolarité comme ça. Et ça a été pour lui, il a vécu comment ces années? Ah lui, il était ravi. Il était ravi, ouais. Ça n'a pas été un déchirement, un déracinement de partir d'ici? Non. Mais il était hyper actif. Le soir, quand il rentrait de l'école, on était juste voisins avec la piscine municipale. Oui. Il passait par le portail intérieur et puis il allait faire 2 heures de natation. Il arrivait, il était fatigué, ça allait mieux. Ça allait bien. Voilà. Et pour vous, le fait de le savoir, vous étiez tranquille de le savoir avec vos parents? Ah oui, tranquille. Il n'y avait aucun souci. Oui, hein. et ça vous permettait d'être présente ici et entièrement voilà. à vos occupations. Aujourd'hui, il vit sur l'île d'ailleurs, votre non, comme moi, c'est-à-dire l'été. Il arrive au mois d'avril jusque septembre-octobre. Hein. Ah oui, on est trop habitués à voir ces devis. Donc, et moi, c'est un équilibre, c'est important. Pour moi, c'est un équilibre extraordinaire. Ouais. Ce sont 2 vies qui sont tellement différentes et tellement complémentaires. J'ai une série d'amis et d'occupations sur le continent et ici complètement autre chose. Ici, je suis dans le travail de toute façon. Ouais. Non pas si j'ai rien à faire parce que j'ai toujours à faire, mais je ne peux pas. S'il pleut, que je peux pas être dehors, je rentre ailleurs dans mon appartement. J'appelle mon appartement canapé. Si je veux me reposer, je traverse. Voilà, parce que ailleurs c'est plus tranquille. C'est tranquille. C'est plus tranquille. En 2002, vous l'avez dit, vous vous séparez avec votre mari. Il continue de gérer donc le Ponant jusqu'en 2012 et vous, la Pomme d'Adam, jusqu'en 2013 avec 7 à 8 employés. Gérer la Pomme d'Adam seul, alors vous étiez bien épaulé par des employés, mais
Ça a été Très dur. des bonnes années, non? Difficile. Ça a été très dur à cause des employés. J'ai pas su choisir correctement mes employés. Parce que il y avait Jean-Paul, bien entendu, toujours, qui était là. Il était à la Pomme quand on a acheté la Pomme, et il est resté, et il est décédé à la Pomme en servant un apéritif à 11h du matin, fin août. Oui, c'est ce que vous me racontez. C'est ce qu'il souhaitait, donc c'est très bien pour lui. Mais pour moi, c'était difficile. Et donc, il fallait gérer ça. Voilà. Et puis, les employés saisonniers, c'est difficile. Moi, j'étais toute seule. Je pouvais pas être de partout. Oui. Et donc, voilà, j'ai eu des déboires au niveau d'incompétence. Je le voyais, ça, c'était pas un problème. Mais vol, c'était plus difficile, quoi. Beaucoup de vols, quand même. Donc vous faites le choix de vendre l'établissement en 2013. Pour vous, ça a été un soulagement ou ça a été quand même un peu difficile de vous séparer de cet établissement? C'était un soulagement parce que vraiment j'étais en burn-out, donc c'était nécessaire. Ouais. Donc j'ai vendu, c'était nécessaire, mais a suivi 2 années vraiment difficiles. Il m'a fallu au moins 2 ans pour récupérer la fatigue et tous les soucis. Oui, et puis, j'imagine vous aviez du coup, en tout cas les 6 mois d'exercice à l'établissement, une vie trépidante, nocturne aussi. C'est pas le travail c'est pas le travail qui est fatigant, c'est le stress. C'est le stress. Mais moi, le travail, je m'éclate. Quand j'étais mariée, le stress, je le gérais pas. Moi, je gérais que le travail, donc tout allait bien. J'avais pas de stress, puisque Fred, c'était devant lui, et moi, j'étais derrière. Donc, ça allait bien. J'ai pas pu j'ai pas pu gérer comme il faut, et j'ai eu que des déboires au niveau du personnel difficiles à gérer. C'est ça qui m'a tuée, pas le travail. Ouais. Et alors, vous vendez l'établissement et ensuite, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous prenez un temps de recul, vous retournez un peu ailleurs? Non, parce qu'il fallait quand même continuer à travailler, Oui. Donc je m'inscris, je me dis c'est l'occasion, je m'inscris comme auto-entrepreneur pour faire des sculptures, faire des sculptures de décoration, des choses comme ça. Ouais, alors on y vient justement parce que c'est tout un pan qu'on n'a pas évoqué, Laurette, mais vous faites de la sculpture d'ornement de jardin, de la peinture à l'huile et de la peinture sur soie. Vous avez notamment réalisé une sculpture que l'on voit sur toutes les photos ou sur beaucoup de photos du Levant, intitulée La maternité. D'où vous vient ce goût pour la sculpture et la peinture? Est-ce que ça préexistait votre arrivée au Levant? Bien sûr. Oui, la peinture en tout cas préexistait. Je crois que j'ai peint mon premier tableau de fleurs, bien entendu. J'avais 14 ans et j'ai jamais arrêté. Donc la peinture, elle faisait partie de ma vie. C'était très important pour moi. Et c'est au Ponant que j'ai rencontré une fille qui m'a montré ce qu'était la peinture sur soie. Et j'ai fini ma saison et je suis tout de suite allée la voir. Elle habitait Aix. Et elle m'a fait acheter le matériel et tout ça, m'a montré comment faire. J'ai peint avec elle 2 ou 3 soies. Et l'été d'après, j'ai tout de suite mis en place les cadres de peinture sur soie, et je me suis mis à la peinture sur soie. Et comme quand on a acheté la Pomme, on a transformé le restaurant, on l'a déplacé, et ce qui était le restaurant, on l'a fait en boutique. Oui. On l'a transformé en boutique, vente de journaux et boutique. Et j'ai eu là, par contre, la chance de trouver une dame extraordinaire qui s'appelle Claude Flory, qui venait de divorcer également. Elle était professeure de couture à la mairie de Hyères. Et donc, elle était intéressée pour faire une saison d'été. Et donc, moi, je suis allée justement pour chercher une couturière, parce que je voulais faire de la peinture ce soir, mais je voulais faire des vêtements. Oui. Donc, il me fallait une couturière et vendeuse quand même, parce que moi, je suis incapable de rester à la boutique et d'attendre le client. Ça, c'est pas possible. Et donc là, dès le début, je suis tombée sur Claude. D'accord. Et là, c'était au moins 10 ans de plaisir, parce que, et pour elle et pour moi, parce qu'elle adorait coudre. En même temps que la Pomme d'Adam, tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et moi, tous les matins, pendant au moins 3 heures, j'avais mon atelier qui est juste derrière, donc j'allais faire mes 2-3 heures de peinture sur soie
Après, bon, il faut les laver, il faut les cuire, etc. Et je faisais les patrons quand même. Oui. Je coupais les vêtements et elle faisait tout le reste. Et elle vendait, comme elle était très bavarde, elle adorait ça. Elle vendait tous les journaux, les vêtements. Elle est très bonne vendeuse, très bonne couturière. Et par la suite, quand j'ai arrêté le magasin, elle est venue, elle s'est mise à la cuisine. Elle était également cuisinière. Et qu'est-ce qui avait le plus de succès dans vos créations C'était des paréos en fait, des peintures sur soie. Il y avait bien sûr des paréos, hein, oui. Ça c'était la vente à l'époque. Tout le monde portait des paréos, oui. Hein, donc c'était vraiment. Oui, oui. Et d'ailleurs, alors je vais faire une petite incise, mais vous avez évoqué l'évolution un peu de la mode au Levant avec ces fameuses jupes à franges. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est quand je suis arrivée. Là, c'est pareil. Quand je suis arrivée, années 80. Voilà, quand on a racheté la licence des journaux à Annie. En face la Poste, elle avait aussi un magasin. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le magasin avec la licence des journaux, et elle avait également la baraque du port. Et donc on a pris également la baraque du port. Et à la baraque du port, ce qui se vendait surtout, c'était bien sûr les paréos, mais c'était les jupettes à franges de toutes les tailles. Il y avait les petites filles, il y avait les jupes courtes pour les femmes et les jupes longues pour les femmes. Ces jupettes à franges, elles étaient faites avec au départ, c'était avec du raffia. Et c'est aussi Madame Druard qui avait amené cette mode de Tahiti. Oui. Elle avait amené la mode du paréo, c'était ces morceaux de tissu avec les fleurs d'hibiscus rouges, vertes, jaunes sur un fond blanc. Donc ça, c'était le paréo. C'est comme ça qu'est arrivé le paréo sur l'île du Levant, avec Madame Druard du Bazar. Ils faisaient l'hiver, ils le passaient à Tahiti, et l'été, ils le passaient au Levant. Ouais. Voilà, donc ils ont amené comme originalité au niveau vestimentaire sur l'île du Levant les colliers de coquillages, oui. les minimums en coquillages, oui. Les paréos de tissu tahitien, et le minimum, c'était aussi, ils les faisaient fabriquer là-bas et les ramener, hein. C'était ça la mode, hein. Et les jupettes à franges, c'était donc en raffia. En raffia, ouais. Et après, Anisée, elle allait acheter des brins de nylon qu'ils utilisaient pour attacher la vigne. Donc c'était des grands sachets de ces trucs de nylon. Et elle faisait un crochet, la ceinture en crochet et les franges. Et moi, je trouvais ça horrible, mais j'en vendais, je lui en commandais. Je me rappelle encore les chiffres, c'était 500 petites, 1500 jupettes femmes et 200 jupettes longues. Incroyable. Pour l'été, quelque chose comme ça. Succès voilà. Incroyable. Oui. On a parlé donc de peinture sur soie. Vous faites également de la sculpture, donc avec cette maternité qui est bien connue. Oui, c'était une des premières, pas vraiment la première. Donc l'hiver, comme j'étais à la pomme, je pense que Fred et Jean-Paul étaient au Ponant pour faire les travaux. Moi, je restais dans la salle de la pomme, et là j'ai commencé la sculpture avec du plâtre pour commencer, et puis voilà, et puis le modelage de la terre. J'ai commencé dans les années 80 la sculpture. D'accord. Et le choix de cette thématique, la maternité, qui a quand même nourri vraiment votre travail, ça a nourri une bonne dizaine d'années mon travail. Hein. C'était une fixation, donc de 93, pendant 10 ans. Après donc la naissance de votre fils, il avait une douzaine d'années. Oui, après la naissance de mon fils, mais je croquais quand je voyais une femme enceinte passer, je lui disais est-ce que je peux venir faire des croquis, et donc voilà, j'ai fait comme ça. Pendant 10 ans, j'ai eu cette obsession, donc j'ai des peintures à l'huile, j'ai beaucoup de dessins, beaucoup d'aquarelles sur cette période-là, qui a démarré en 93 avec la grande maternité. La grande maternité. Comment vous l'expliquez ça, Laurette? Pourquoi ce thème est quelque chose de central pour vous? On n'explique toujours pas tout, mais parce que j'avais effectivement, c'était un sujet qui était compliqué. Mon fils, j'ai essayé d'avoir d'autres enfants après Tim, bien sûr. J'ai fait 5 grossesses extra-utérines, donc après le moule était vraiment cassé. Donc c'était plus possible, et pendant que je faisais ça, j'avais cette obsession j'avais envie d'avoir un deuxième enfant, et puis ça s'est pas fait. Les maternités, pour ceux qui les connaissent pas, sont vraiment magnifiques. Merci. À commencer par celle qui regarde l'horizon, qui a une belle histoire d'ailleurs, qu'on prendra certainement le temps un jour de raconter, mais comme j'ai d'autres questions, on va avancer. Très bien. Est-ce que l'île est une source d'inspiration pour vous, Laurette, aujourd'hui dans votre travail artistique, ou pas du tout? Non, parce qu'en fait je raconte ma vie dans mon travail artistique.
Donc dire que l'île m'inspire, non, mais elle me nourrit. Oui. Oui, elle est une composante. Oui. Mais pas l'unique composante de votre travail. Non, pas du tout l'unique composante. C'est voilà, mes angoisses, mes joies, mes peurs. C'est ma vie qui est dans mes tableaux. Aujourd'hui, vous êtes sur quel sujet? Vous êtes plutôt sur la sculpture, la peinture? Vous mixez l'ensemble? Oui, ouais, je mixe. Donc depuis que j'ai fait mes études d'art plastique de 2002 à 2004, oui, vous avez fait des études d'art plastique, donc oui. Plutôt tardives, si. Oui, hein, oui, c'était l'occasion. Mon fils a voulu faire des études à la fac d'Aix, et donc j'ai trouvé que c'était opportun puisque on lui a loué un appartement à ce moment-là juste à côté de la fac. Puisqu'on y était, c'était opportun d'aller voir ce qui se passait. J'ai commencé par suivre les cours d'histoire de l'art et très rapidement j'ai dévié en art plastique et très rapidement, au lieu de faire que suivre les cours, j'ai passé mes examens, le DUG, la licence, la maîtrise. Ça m'a permis, c'est à ce moment-là que c'est avec ces cours-là que je suis passée à la peinture à l'huile. Ah, d'accord. Donc parce qu'avant j'étais peinture sur soie, beaucoup, pendant 20 ans, sans arrêt. Et quand je suis passée à la peinture à l'huile, j'ai arrêté la peinture sur soie. Vous n'êtes pas seulement artiste, Laurette, vous vous investissez aussi dans la vie associative de l'île, du Levant et de Porquerolles, puisqu'on parlera un petit peu de Porquerolles, qui est une île aussi importante pour vous. Vous créez en 1993 l'association Agir au Levant. Quelles étaient les activités, les événements organisés par l'association à ce moment-là ? Je faisais partie j'ai des amis d'une association qui s'appelle Image Je t'aime, donc qui était sur la base de l'image, de la photographie et tout ça. Et avec mes amis de hier, dans cette association, elle voyait large, c'est-à-dire que quand elle a organisé une exposition de photos ou de dessins, et tous les membres de l'association, il y en avait une qui faisait une conférence sur le sujet. Donc il y avait la photo, il y avait l'apéritif de lancement du vernissage. Il fallait préparer des petits fours, mais en rapport avec ce que l'on faisait. Par exemple, une fois il y a eu une exposition de Jean Cocteau. Moi j'étais préposée à l'entrée avec des crayons de maquillage pour faire des dessins à la Cocteau sur les visages des personnes qui venaient voir. Et Monsieur Ritondal, quand il est passé, il a pas voulu que je lui touche le visage, donc je lui ai fait des dessins sur les mains. Il y a quelque chose d'ailleurs dans vos j'en ai vu un en tout cas qui j'aime beaucoup Cocteau, j'aime beaucoup cette façon de dessiner qui est libre, poétique et libre. Et oui, c'est doux, ils sont doux ces visages quelque part. Enfin, oui, il y a quelque chose de poétique, de littéraire aussi, je trouve, bien sûr. Et cette association est toujours active? Agir au Levant? Oui, Agir au Levant. Oui, je l'ai laissé à Marilène, qui aimait beaucoup l'association, et moi j'en pouvais plus, j'avais pas plus assez de temps pour m'en occuper. Donc Marilène a continué avec les mêmes thèmes. Alors donc c'est une association qui est très ouverte, qui au départ il y a que le côté cuisine, je suis pas arrivée à faire un événement sur la cuisine alors que j'en avais vraiment plein d'idées, mais j'en ai pas eu le temps. Mais ça couvre la cuisine, la photographie, vraiment tous les domaines, la peinture, la sculpture, vaste. Très vaste. Voilà, le tissu associatif au Levant est dynamique. Oui. Plus maintenant, mais quand j'ai commencé à Agir au Levant, il n'y en avait pas du tout. Vous avez lancé il n'y avait plus rien. Ouais. Et c'était bien parce que quand j'organisais un concert de musique de chambre à la chapelle, c'était plus que plein. Et j'ai même vendu des places dehors, quoi. C'était vraiment, il y avait vraiment un manque. Ouais. Aujourd'hui, il y a tellement d'associations qui font tellement de choses qu'il y a pratiquement plus de musique classique. Je crois qu'il y en a plus. Ah, peut-être quelque chose à réinventer. J'aimerais qu'on parle de votre lien à l'île du Levant, Laurette. Pour commencer, si vous deviez décrire la géographie des lieux en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qui n'y est pas d'ailleurs, peut-être vous l'avez au téléphone et vous devez lui décrire cet endroit, qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'il faut qu'il vienne au moins passer une soirée sur l'île,
parce que c'est le soir quand on s'assoit sur la place du village, quand on regarde les étoiles et que il y a comme une chape de bien-être qui descend. Quand on va à la mer et qu'on s'assoit sur un rocher, qu'on se baigne, c'est il y a une espèce il y a un charme profond sur cette île, et une sérénité du lieu. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup aussi la vie citadine. Hein. Il y a une partie de vie citadine qui est importante aussi pour le Levant. Et c'est très complet le Levant à ce niveau-là. Mais ce qui l'emporte, c'est la nature et ce qu'elle dégage, un magnétisme, une force qui est très prégnante, je trouve. Oui. Donc, en faire l'expérience, en fait. Ce que vous lui diriez, donc, c'est il faut vivre le Levant. Il faut venir au moins une nuit, sinon c'est pas la peine. Sinon, c'est pas la peine. Oui, je confirme. Voilà. Un jour sur l'île aujourd'hui, Laurette, après vos années, dans la restauration, foisonnement artistique qui est toujours présent dans votre vie, mais aujourd'hui, une journée sur l'île, ça ressemble à quoi? Vous tenez des maisons, enfin des chambres d'hôtes aussi, on n'en a pas parlé. Je me lève le matin, c'est pour effectivement, je me suis remise à la peinture sur soie. C'est assez difficile parce que ça fait 20 ans que j'ai arrêté. Et c'est pas une pratique aussi, enfin telle que je la fais moi, c'est pas une pratique, une technique aussi facile qu'on le croit. Il y a beaucoup de techniques de peinture sur soie dans les mairies où vous passez la gutta, vous dessinez à travers un dessin qui est déjà imposé, et ensuite il faut remplir au milieu. C'est du coloriage. Non, moi la peinture bien sûr, et ma peinture sur soie dès le départ. C'est toujours pareil, c'est moi qui m'exprime avec tout mon ressenti, ce que je le transmets dans ma façon de peindre. Mmh. Et donc c'est d'abord les couleurs, et voilà, donc il faut que je fasse 2-3 heures de peinture par jour. Ouais. Et après je peux m'occuper du reste. Ah, c'est voilà. important, mais ça reste important. Ça reste important, donc après il y a le repassage, il y a le rangement, j'en ai partout à faire, j'ai plein de choses. Mais si j'ai pas fait 2-3 heures la journée, elle est pas bonne. La journée, elle est pas bonne. Mais c'était comme ça même quand j'avais le restaurant, où je travaillais 15 heures dans le restaurant, mais si j'avais pas passé mes 3 heures en peinture sur soie, j'avais raté la journée. Oui, voilà. On a tous nos essentiels, mais on sent bien où sont les vôtres. Quelle est la saison que vous préférez vivre sur l'île? Les 4. Les 4? Mm. Ouais, il y en a pas une elles sont tellement différentes. Ouais. Bon, le printemps pour moi c'est la mise en route, la préparation de l'été et le rangement de l'hiver. Mais c'est la nature, c'est le soleil qui éclate et on est tellement bien dehors, on vit dehors. Pour moi, le Levant c'est dehors. Si je peux pas être dehors, je rentre ailleurs. Ouais. Donc on est dehors, on a les pieds. J'aime bien marcher pieds nus, ou on a les pieds sur terre, on a les pieds dans le concret, moi je suis dans le travail, et puis voilà, et puis quand je suis en face, c'est l'inverse, c'est le repos, c'est les copains, c'est les sorties, c'est le théâtre, le cinéma. Il y a cet équilibre permanent qui est important. Ouais. Et moi c'est en permanence. L'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire vous avez des moments où l'île, c'est trop pour vous? Ou vous sentez le besoin de partir, ou inversement? Mais je pars tout le temps. Vous partez tout le temps. En fait, vous avez pas besoin, vous arrivez pas à ce moment limite qui vous dit non. Je sature. Non, je pars tout le temps, et c'est un bonheur parce que je reviens encore plus vite l'été. L'été en face, c'est dur, quand même. Ouais. On est vraiment bien ici. Oui. Mais voilà, quand vraiment je trouve que c'est trop dur en face, là oui, je pars en fin de matinée, je reviens le lendemain matin. Et les hivers ici? Alors les hivers, quand il pleut, j'aime pas du tout. Ouais. Donc je reste pas, je viens même pas. Donc c'est la pluie qui me dérange ici. C'est la pluie parce que je peux pas être dehors. Parce que je peux pas faire, j'ai l'impression d'être coincée. Être à l'intérieur, ça a aucun intérêt d'être à l'intérieur sur l'île du Levant. Ouais, mais c'est intéressant. Oui, pour vous, c'est vraiment vivre ici, c'est vivre à l'extérieur. Oui. Et puis c'est possible d'ailleurs même en hiver, oui, bien sûr. Non, mais même il y a des températures. Mais oui, pareil. mais bien sûr, oui, il peut y avoir des températures incroyables. J'avais fait venir un ouvrier. Il y avait plein de choses à faire pour arranger et tout ça, et il faisait beau. Donc je prépare à manger comme toujours quand je fais venir les gens, c'est moi qui je cuisine. Et je nettoie la table et je lui dis tu peux mettre la table? Il m'a dit mais pas dehors quand même. J'ai dit bien sûr, mais il croyait que je plaisantais. Il voulait pas me croire. Et donc moi je continue et tout ça, je dis mais tu mets la table? Il me dit mais dehors? Mais je dis mais oui, mais enfin il fait soleil. Il me dit mais on est en février. Je dis alors.
Est-ce que vous avez un ou des endroits que vous aimez particulièrement sur l'île? Ah ben oui, moi je suis comme Sonia, c'est connu le rocher de Sonia sur l'île. Moi j'ai mon rocher qui est au Moine. Oui. Et dès que je vais me baigner, je vais là, je suis toute seule, je suis sur mon rocher. J'ai le bleu de la mer, le bleu du ciel et le rocher qui est minéralisé, qui scintille, puisqu'on appelle, c'est le micaschiste qui fait scintiller la roche du Levant. En plus, elle est dentelée. Enfin, c'est trop beau. Oui, mais alors je reviens sur une sensation que vous m'exprimiez. Vous me parliez de votre rapport au ciel et à l'eau, à la couleur bleue, à la roche. Est-ce que vous pourriez expliquer cette sensation, ce rapport aux éléments? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur cette roche? Qu'est-ce que ça provoque? C'est là que le magnétisme du Levant est le plus fort pour moi. Parce que d'abord, je lâche tout et je me donne à cette nature, justement, à ce moment-là. Quand je me baigne, quand je remonte de la mer sur le rocher, que je m'étends toute mouillée au soleil, là, le rapport, il est direct avec la nature. Là, je sais pas comment dire. Oui, mais c'est un bien-être qui est profond. C'est pas, je suis contente, ça n'a rien à voir. Oui, une forme d'harmonie totale avec le lieu. Ce moment de baignade, et puis il faut d'abord que je me mette sur le rocher, que je prenne le soleil. Donc ça, et puis après on va à la mer, après on se baigne dans ce bleu, et puis au milieu des poissons. Un jour j'ai eu un banc de blade qui m'a suivi. Oui, c'était trop beau. C'était extra. Je croyais pas tout de suite, mais je nageais, j'avais un banc de blade qui était derrière, et puis à un moment je tourne et je vois que le banc de blade tourne aussi. Je dis non mais c'est incroyable ça. Donc je fais l'expérience, je continue tout droit, et puis je tourne d'un coup, je fais demi-tour, et hop, tout le monde fait demi-tour. C'était assez... Ah oui, ça m'est arrivé qu'une fois, mais ça, c'est une expérience qu'il faut vivre, c'est génial. Incroyable, incroyable. Oui. Mais c'est drôle, hein, vous avez dit plusieurs fois depuis le début de l'entretien, un magnétisme. Après avoir interrogé beaucoup de monde à Porquerolles, à Port-Cros, où il y a des formes d'énergie aussi qui sont générées par ces territoires, je sens quand même au Levant, et même si mon expérience est un peu courte encore, que il y a quelque chose d'assez inexplicable de cette énergie, de ce magnétisme. Pour vous, à quoi ça tient? Peut-être par rapport aux deux autres îles. Aucun Porquerolais ou Porquerosien vous auront parlé de ça? Non, en tout cas, il y a d'autres choses. Enfin, il y a cet éblouissement d'une nature. Alors, il y a le mystère de Port-Cros, sa sauvagerie. Il y a la douceur et la diversité de Porquerolles, ça oui. Mais le magnétisme, l'énergie, des ondes. Je me demande si ce sont pas les rochers, ce qu'il n'y a pas à Porquerolles et à Port-Cros. On est tous sur nos rochers, même même là au Banodiane où il y a des plaques de ciment, même si parce que je vais aussi là-bas. Même quand on est sur une dalle de ciment, on sent l'énergie de ce micaschiste, je ne sais pas, de ce rocher. Oui, parce que pour les auditeurs, il n'y a pas de plage ici. Enfin, il y a une plage, elle est après le port. Et effectivement, c'est pas la même sensation sur la plage. Non. Ça me dit rien du tout d'aller à la plage. Non, moi c'est le rocher qui m'attire. Oui, mais les Levantins le disent beaucoup, c'est les rochers. Oui, je crois que c'est ça la différence. Parce que à Port-Cros et à Porquerolles, il y a de belles plages. Si vous voulez vous baigner, vous allez à la plage. Mm-hmm. Nous, on en a qu'une et elle est après le port. Elle est assez loin et elle est pas très grande. Bon, moi j'aime la solitude d'abord, donc voilà. Donc la différence, c'est que on s'éparpille sur les rochers, sur tout le bord de mer. Et c'est là où on fait rocher, ciel et mer. Ouais. Donc vivre le Levant, c'est quand même aussi aller faire cette expérience d'aller se poser sur un rocher et vivre ça. Oui. Ouais, non, sans doute. Ouais. Les médecins André et Gaston d'Urville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932 sur l'île du Levant, qu'ils ont découvert en 1930. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis. Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes, en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Héliopolis fêtait ses 90 ans il y a une dizaine de jours et quelques... non, c'est toute l'année. Mais c'est vrai que ça a commencé, la construction de la boulangerie, c'était juin 32 et de la pomme, c'était juillet 32. Oui, bref, c'est une année de festivité pour
pour l'île du Levant cette année. Est-ce que cette vision décrite par les frères d'Urville a toujours cours aujourd'hui selon vous? Est-ce que l'esprit originel a été conservé, d'après vous? On peut pas dire, enfin, l'esprit originel, moi je dirais oui et non. Oui et non. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, ces 10 dernières années, il y a énormément de changements sur l'île au niveau des propriétaires et des commerces. Donc, on est un petit peu perdu parce que on n'a pas cette. Normalement, les choses se faisaient lentement parce qu'un propriétaire, il vend pas facilement sa maison. C'est les enfants qui en héritent. Donc, il y avait pas vraiment de gros renouvellement d'une année sur l'autre. Donc là, il y a eu beaucoup de changements et peut-être un esprit commerçant un petit peu plus fort qu'avant, parce qu'avant on disait, c'était fréquent, les commerçants disaient, on ne fait pas du commerce sur l'île du Levant pour devenir riche, c'est pour gagner notre vie. Oui. C'était ça la phrase. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on gagne bien sa vie au Levant, ça c'est sûr. Et les gens viennent parce que peut-être gagner sa vie plus facilement qu'ailleurs, parce que l'offre est limitée et donc voilà, c'est plus facile. L'esprit, on va dire l'esprit naturiste, il existe encore, on en parle, il est sur nos dépliants. Quand on fait notre assemblée générale annuelle, ça c'est très important parce qu'on se rencontre une fois par an et on discute des sujets, et voilà, plus ou moins fortement, avec caractère, on va dire. Donc ça c'est important aussi. Oui. C'est ce qui fait la différence entre Porquerolles et nous. Nous, on se voit chaque année, on se rencontre, on parle, on discute, on dit, donc on s'exprime, on se lève, on s'exprime au micro sur notre avis sur le sujet, et on apprend à se connaître comme ça. Ce qui n'existe pas sur les deux autres îles. Donc il y a la convivialité, elle est plus importante sur l'île, et on vient sur l'île effectivement pour profiter de la nature. Ça c'est donc cet esprit-là, il y est toujours. Et après, les d'Urville étaient aussi des commerçants. Hein. De toute façon, il fallait qu'ils rentabilisent leur affaire. Ils ont toujours eu du mal à la rentabiliser. Hein. Acheter le Levant pour eux, ça a été difficile. S'agissant du naturisme, chacun fait le choix d'être ou de ne pas être nu sur l'île, à l'exception de la plage et du sentier du littoral où la nudité. Alors, je vais pas dire obligatoire. Et de mise. Et de mise et de règles. C'est précisément ce qui est indiqué sur les panneaux. Elle est libre sur les chemins et corniches et interdite sur la place du village, dans les magasins et sur le port, si je me trompe pas. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelques tolérances, voilà. Est-ce que vous pourriez... Les règles sont floues. Oui, les règles restent floues. Oui, mais il y a eu des arrêtés, bref, il y a eu des échanges à ce niveau-là, mais globalement, c'est aujourd'hui ce qui a cours, et après, je pense qu'il y a des aménagements. Est-ce que vous pourriez expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le distingue du nudisme? Ce qui distingue le naturisme du nudisme, c'est la façon de vivre. Le nudisme, c'est se mettre nu et puis c'est tout. Le naturisme, c'est de respecter l'autre. On se le dit tout le temps. Après, ça veut pas dire que c'est respecté, mais c'est dans l'ambiance du Levant, c'est-à-dire qu'il y a le respect de l'autre. On évite de faire du bruit trop longtemps. On respecte le voisin. On se croise, on se dit bonjour. Je crois que ça dans les camps nudistes aussi, hein. Je crois que il y a ça, hein, le côté on se dit bonjour quand on se croise. C'est le respect de l'autre, le respect de la nature. Et ça c'est présent, oui. C'est présent. Est-ce qu'on peut vivre en n'étant pas naturiste au Levant? Oui, à condition de respecter le naturiste, le nudiste. Et ça c'est important. Tout est possible au Levant. Vous pouvez venir et ne pas être naturiste sans aucun problème. Je parlais vraiment de vivre ici. Est-ce qu'il y a des Levantins qui ne sont pas naturistes? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et la cohabitation se fait très bien. Voilà, ça dépend d'eux. C'est une question de tolérance. Voilà, s'ils veulent pas faire changer ça. Oui. C'est tout simplement ça. Oui, bien sûr. Et ça va dans les deux sens, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas les naturistes. On va dire que c'est d'abord les non-naturistes qui doivent respecter les naturistes. Je comprends. Pas l'inverse. Si ça leur plaît pas, ils vont ailleurs. Et tout le monde après. Ils préexistent. Voilà. J'ai bien compris. Voilà. Suzanne Seiser, ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait: la nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes,
il fallait qu'elle chemine cette évidence. À 86 ans, elle conclut « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. Le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est pas un retour inné à notre forme originelle. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande ? Oui, je pense que parce que Suzanne, bien sûr, est une vraie naturiste et puis elle avait l'habitude d'expliquer les choses, de mettre des mots sur les ressentis. Donc Oui. ça, c'est important. Et oui, moi, je suis complètement d'accord avec elle. Après, je suis complètement d'accord avec elle quand on arrive sur l'île et qu'on n'est pas né de naturiste comme les enfants d'ici, bien sûr. Oui. Qui eux, c'est naturel. C'est naturel, donc c'est voilà. Mais quand on fait le cheminement comme moi je suis arrivée à 18 ans sur cette île, je savais même pas que ça pouvait exister. Donc effectivement, ça s'apprend. Moi, j'ai mis 3 ans avant de me mettre nue et de me baigner nue. Et puis une fois qu'on a pris le goût, on peut plus. Moi, je peux pas me baigner dans un endroit qui n'est pas naturiste parce que je vous promets que le maillot c'est très lourd quand il est mouillé, il colle, il est vraiment aucun intérêt de se baigner avec un maillot de bain. Moi, Oui, donc vous êtes vraiment l'illustration pour le coup de ce qu'elle dit quand elle dit qu'il y a un cheminement dans la pratique naturiste qu'elle a vraisemblablement fait elle aussi. Alors, au bout de 3 ans, Laurette... Oui, moi j'étais un peu longue. Non, il n'y a aucun jugement dans ma question, mais qu'est-ce qui justement, on a envie de vous poser la question, qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, cette... je sais pas si on peut parler de confiance, mais en tout cas, cet abandon qui vous a permis de sauter le pas du naturisme? Ça s'est fait petit à petit, moi aussi. Ça s'est fait petit à petit. D'abord, on enlève les soutiens-gorge, et puis moi, je pense que c'est le bain de mer. Oui. Bain de mer, très rapidement, on se rend compte que vraiment que le maillot c'est un poids, et le bain de soleil aussi. C'est vraiment Et puis ne pas porter de vêtements, c'est vrai que il y a plus rien qui sert, il y a plus rien qui nous coince, qui nous enferme. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au bout de 3 ans, peut-être ça aurait pu être au bout d'un an. Après, je venais 2 mois l'été à ce moment-là. Oui, donc, c'est vrai. C'était pas une. Non, je venais 2-3 mois l'été pour aider mes beaux-parents au restaurant. Donc, oui. Donc c'est pas réellement 3 ans, c'est 3 saisons, quoi. Au bout de 3 saisons. C'est ça. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes mise nue ou pas? Non, je pense que ça s'est fait tellement petit à petit que non, je m'en souviens absolument pas. Je pense que c'est par la baignade que c'est arrivé. Et puis après, on était au Ponant, donc on était au bord de l'eau. Voilà, les gens remontaient nus de la mer. Moi, j'allais me baigner puisque c'était juste en dessous, et on remonte nu du bain, bien entendu. Donc ça devient naturel, totalement naturel. Ah oui, bien à sûr. aucun moment vous avez ressenti une pression. Pas du tout. Il n'y a pas de pression sur l'île. Non. Votre futur mari à l'époque, parce que vous n'êtes pas marié, vous a jamais. On marié en 73. Vous êtes marié en. Oui, donc si, c'est arrivé arrivé vite. Oui. Mais à aucun moment il vous a dit bon, Laurette, non. Non. Et même il le disait à ses clients, quand il y avait des clients qui appelaient pour dire je ne suis pas naturiste, est-ce que je peux venir? Oui. Il lui disait pour moi il y a aucun problème, mais il faut pas que vous soyez gênés par les naturistes parce que tout le monde est nu. Oui. Si vous êtes prêt à venir et vous venir dans un établissement où tout le monde est nu, pour moi il y a aucun problème. Oui, et en général eux il leur fallait 3 jours pour retomber le vêtement. Alors, à l'heure où la nudité est soit érotisée, soit provoque un malaise, voire le scandale, on voit maintenant sur les réseaux sociaux les tétons qui sont camouflés sur Instagram, par exemple, ou les jeunes filles qui sont réprimandées pour montrer un peu trop leur ventre à l'école. Enfin, il y a quand même eu pas mal de polémiques à ce sujet-là. Soit même une nudité qui est invisibilisée quand elle n'est pas celle d'un corps jeune et rentrant dans les normes. Quel rapport et quelle vision de la nudité offre selon vous l'île du Levant face justement à cette société d'exhibition ou d'invisibilisation du corps quand il rentre pas dans des normes? Ici, c'est exactement l'inverse, parce que vous avez toutes les tranches d'âge, que ce soit de l'enfant à la personne âgée, il y a aucun problème, personne ne regarde. On n'est pas là pour montrer son corps. On ne montre pas son corps au Levant. Oui, il y a pas de. On s'en sert, enfin, on bouge, on marche, et puis voilà. Mais on ne montre pas.
Quelqu'un qui va faire de l'exhibition, il va être critiqué, en fait. Et ça, un naturiste est capable de voir La différence? Ouais. Bah, bien sûr, de suite. Ça tient à quoi? Bah, une façon de se tenir, un état d'esprit. Ouais. Soit vous ne pensez pas que vous êtes nu, soit vous y pensez et ça se voit. Sophie Fontanelle, dans son livre Capitale de la douceur, vous l'avez lu? Oui. Qui est sorti donc l'année dernière aux éditions Segers. Elle raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 95% du territoire est une base militaire et 5% seulement domaine naturiste, elle va se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, et ce faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle revient en douceur sur les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Elle parle aussi de son père parti à la guerre, qui était pourtant profondément non violent. C'est comme si dans cet ouvrage qui est écrit d'ailleurs en vers, donc la poésie encore, la douceur, c'est comme si dans cet ouvrage finalement la violence pouvait être tout simplement réfrénée par une certaine forme de douceur. Est-ce que le Levant, qui est cette terre souvent décrite comme une terre de liberté, de tolérance, qui sont des mots qui reviennent souvent, est-ce que le Levant est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités et un lieu possible de réparation et de réconciliation avec son corps? Tout à fait, bah oui, particulièrement. J'ai très bien compris, Sophie Fontanelle, ce qu'elle voulait exprimer, et c'est vrai, parce que le corps n'est pas mis à nu pour être montré, justement. On vit avec son corps de façon naturelle sur l'île du Levant. Et je vais raconter une petite anecdote, par exemple, qui est pas très très vieille, ça doit dater de 5-6 ans. avec les policiers. Nous avons en juillet-août des policiers qui viennent, en tout cas à tous les bals, et pour surveiller la violence entre guillemets de l'île du Levant. Il n'y a pas de violence sur l'île du Levant, mais je me rappelle d'un bal de fin de saison. J'étais assez agacée parce qu'il fallait finir à 1h du matin. En fin de saison, le dernier bal de la saison, fin septembre. Je vois vraiment pas l'intérêt d'arrêter la musique à 1h du matin. Là, ça va, on peut lâcher la bride. Mais il y avait les deux policiers qui, eux, devaient faire respecter la loi, bien entendu. Et donc, à partir de minuit et demi, je vais les voir, je discute avec eux, je lui dis ça rime à rien d'arrêter à 1h du matin. Là, il y avait un monde fou, les gens s'amusaient, c'était vraiment très bon enfant. Il me dit oui, mais on arrête à partir de 1h parce qu'avec l'alcool, c'est comme ça qu'on n'arrive plus à tenir les gens, qu'il y a des bagarres et tout ça. Je lui dis, vous voyez des gens alcoolisés là, vous pensez qu'il va y avoir des bagarres? Et donc je discute un peu avec eux. Et je leur parle, j'ai dit mais comment ça se passe pour vous quand vous arrivez sur l'île et tout ça. Alors, et il me parle justement de la nudité. Il me dit mais quand même donc je lui dis qu'il y a pas de violence sur l'île du Levant. Il me croit pas. Et il me dit mais quand même quand les gens sont nus, que il y a deux couples qui se voient, qui se rencontrent nus, quand l'homme regarde la femme de l'autre, quand même il me dit c'est une vision très continentale. Très continentale. Il me dit il y a de la jalousie, c'est pas possible et c'est pas possible que ce soit. Je dis mais non, il y a pas de jalousie. Mais non, parce que la nudité, la voit pas. C'est votre regard. Non, on se parle entre gens, on discute de choses et d'autres. La nudité, on la voit pas. Il y a un moment, elle devient tellement naturelle que... Ouais. Et à ce moment-là, quand il me reparle de violence et tout ça, je lui dis, imaginez-vous tout nu. Et avec quelqu'un en face tout nu. Et que vous êtes pas d'accord avec lui. Vous croyez que vous allez vous bagarrer, vous êtes nus tous les deux, là. Il me dit, non, du genre, je vais aller me cacher. Je dis, quand vous êtes nus, vous n'avez pas du tout envie d'utiliser la violence pour parler, pour discuter avec les gens. Je dis pas qu'il y a jamais de violence. Il arrive toujours à un moment, une fois. Moi, j'ai fait presque 40 ans de saison. On va dire, il y a une bagarre par an. Quelqu'un qui a trop bu, c'est vrai, qui arrive à 2h du matin, il a trop bu ailleurs et il y a de la violence, on s'en occupe gentiment. Parce que quand je dis c'est beau ce que vous dites, en fait ce que j'entends aussi c'est que ça nous ramène à ce que l'on est dans notre
plus total dénuement des hommes, tous. Et bon, vous parlez là de ce rapport à la violence et peut-être de relations conflictuelles où finalement on se dit mais voilà, on est un homme face à un. Est-ce qu'il y a aussi au Levant une levée des barrières sociales, c'est-à-dire que quel que soit son statut, il y a plus de mélange, ou là j'extrapole peut-être un peu trop. Ça existe plus ici qu'ailleurs. Voilà ce que je veux dire, l'histoire de la levée des barrières sociales. Parce que de toute façon, on n'a pas le vêtement. Si vous avez oui, c'est les attributs. Vous pouvez acheter un paréo de 10 000 euros. Je vois pas, à moins qu'il soit en or, je vois pas très bien comment on peut montrer sa supériorité sociale sur l'île du Levant. Donc c'est très restreint. Il n'y a pas de voiture. Vous ne pouvez pas venir avec avec votre Ferrari devant la pomme d'Adam, etc. Donc tout ça s'est excessivement diminué, et effectivement, je dis pas que ça n'existe pas, mais elle est vraiment excessivement diminuée. Hein. Ouais. Pour revenir au roman de Sophie Fontanelle, et faire peut-être un raccourci rapide, est-ce que la douceur caractérise selon vous l'île du Levant ? Moi, je suis assez d'accord. Oui. Quelle forme de douceur ? Celle de la nature, celle des relations humaines ? Oui, la relation avec la nature vous oblige à rester plus humble qu'ailleurs. Alors que dans la ville, elle est quand même beaucoup plus violente. Vous n'avez pas cette douceur. Alors vous pouvez la voir dans des parcs ou des choses comme ça, mais au niveau de la ville, il y a pas cette nécessité de douceur qui vous arrive, que vous avez ici, parce que vous avez tout de suite le rapport à la nature, les arbres, le ciel, la mer, les rochers encore. Voilà, la nudité fait que, je pense que la nudité elle vient, elle aussi, faire de la douceur sur l'île du Levant. Oui. Elle accompagne bien tout ça. Oui. Après, c'est pas un lieu idéal, hein. Attention. C'est exact, c'est aussi on n'est pas du tout dans un idéal. Après, les conflits entre personnes. Il n'y a pas que de la douceur dans les relations humaines. Pas du tout. Moi, je parle du lieu. Oui. Lieu, oui. Il joue avec la douceur. La nudité joue avec la douceur, ça c'est sûr. Mais après, les gens restent des hommes comme partout. Comme partout, oui. On est d'accord. Voilà. Est-ce que la pratique du naturisme, on en a un petit peu parlé, hein, donc si vous avez des éléments à rajouter, mais elle a évolué en 50 ans depuis le début des années 70. Oui, beaucoup, parce que c'était vraiment plus libre, celui qui était habillé, il était quand même regardé de travers à cette époque-là. Hein. Les gens qui débarquaient sur le port, puisque le port, il y avait pas la nudité était interdite, elle l'est toujours, qui est normal, puisqu'il y a des bateaux qui accostent. Les gens qui débarquaient, s'ils débarquaient avec un appareil photo, quand je suis arrivée, donc il y a 50 ans, jusqu'à il y a 40 ans, on va dire, fallait pas débarquer, même mettre un pied avec un appareil photo en bandoulière sur le port. Et là, vous risquez si vous prenez une photo, votre appareil photo partait à la mer. Cette violence-là, elle existait, mais il faut pas oublier que c'était très difficile. Ce droit à la nudité était un combat, et avait été un combat difficile à mener, donc il fallait le protéger, donc et d'autant plus un combat que les non-naturistes ne le comprenaient pas, donc ils étaient voyeurs. On avait les voyeurs. Aujourd'hui, on a plus les voyeurs. Il y en a plus. Mais on avait les voyeurs, il fallait se défendre contre les voyeurs, justement. Oui, mais ça c'est un point en effet important. À côté de l'identité naturiste du Levant, sa vocation militaire apparaît un petit peu comme un paradoxe, car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Il y a des tests de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer qui sont réalisés. Comment vous vivez cette cohabitation à l'année ? Très naturellement. Mais non, c'est même pas naturel. Avant, on avait beaucoup plus. Quand j'étais à la Pomme d'Adam, le staff du SEM, donc c'est un centre d'essai de missiles, hein, et vous avez des gens du monde entier qui viennent essayer leur matériel sur la base du Levant. Donc c'est pas une base militaire. On n'a pas des militaires qui font des entraînements militaires. Ça n'a rien à voir. C'est un lieu technique. Oui, c'est un lieu technique essentiellement. Oui. Et donc on avait régulièrement, il y avait des entreprises d'assaut qui venaient faire leur essai de matériel. Par exemple, ils venaient pour la semaine. Enfin, c'était 4 jours. Et puis le soir, soit ils mangeaient dans leur restaurant, soit ils venaient ou manger, ou même après manger, ils venaient se détendre sur la place du village.
Donc c'était voilà, c'était un voisin, c'est un copropriétaire. Et les gens. Alors maintenant, je sais pas parce que je suis plus sur la place. Depuis que j'ai vendu, je ne suis plus dans le milieu, mais j'ai pas l'impression qu'il y a comme ça. Nous, on recevait un appel du SEM en disant est-ce qu'on peut venir manger à 20 Ouais. Je les vois. Alors puis on les voyait arriver quoi. Hein, ils arrivaient de la base. C'était. Il y avait pas de contraste Non, ils arrivaient, mais on pouvait les reconnaître parce que d'abord c'était 40 bonhommes qui débarquaient ou 20 bonhommes qui débarquaient, qui allaient dans des restaurants, c'était ou au minimum ou chez moi ou en face. Et puis voilà, et puis ils mangeaient souvent de la viande d'ailleurs, de la viande rouge, c'était pas difficile. Le bon cliché. C'est exactement ça. Vous les entendez parfois les tests Oui. Par Vent d'Est, on les entend bien sûr. C'est vrai, c'est impressionnant ou pas? Non, mais moi je me suis habituée, mais c'est boum boum boum, effectivement, ouais. Bon, vous pouvez nous parler, Laurette, du statut un peu spécial de l'île qui, à la différence de Porquerolles et de Porquerolles, n'est pas cœur de parc national, même si on est zone Natura 2000. Natura 2000. Le Levant, c'est une association syndicale libre, créée en 1932, on l'a dit, avec un syndic élu tous les 3 ans. Qu'est-ce que ça génère cette vie? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, en disant que voilà, c'était un lieu du coup d'échange régulier de la population. Comment ça se vit ce syndic? Ça c'est une chance qu'on a par rapport à nos deux autres îles sœurs, c'est que on est une association syndicale libre. On a cette AG chaque année où on débat vraiment de nos soucis. Et moi je dis toujours que on a cette chance, c'est que on peut faire beaucoup de choses sur le Levant. On pourrait faire être un lieu d'essai éco-responsable, mais de façon vraiment être faire nous aussi des essais à ce niveau-là. Demander à la population de participer, on n'aura jamais du 100%, mais on peut avoir la majorité de personnes qui veulent essayer de faire avancer nos connaissances, comment vivre en matière environnementale notamment. Environnementale, peut-être en diminuant déjà le rapport à l'eau. Bien sûr. On a pu faire des essais, il faudrait le faire de façon beaucoup plus scientifique, mais la dépense d'eau sur l'île du Levant par rapport à la moyenne nationale, je me demande si c'est pas le tiers, quelque chose comme ça. Et pour avoir été, alors c'est le cas aussi un peu à Porquerolles aussi, mais on le voit moins. Mais ici dans les maisons, il est indiqué vraiment de faire attention à l'eau, de tirer la chasse d'eau vraiment quand c'est utile. Voilà. Non, mais pas de petites économies, quoi. Voilà, on le fait parce que maintenant c'est le père de Tim qui a eu cette initiative de faire venir des foreurs qui ont foré des forages à grande profondeur, et c'est vrai. Et heureusement, nous on a un forage, on l'a fait à 4 au départ, qui a été creusé à 175 mètres. Et ces foreurs ont fait 5 forages sur la marine également. Mm-hmm. Mais la marine, ils ont tiré toute l'année de façon régulière et au maximum, ils ont fait monter l'eau saumâtre. Une fois que le sel est monté, vous n'arrivez plus à... le sel, il monte, il prend la place. Pour réguler, Voilà, bon, nous, on a cette chance, il y a beaucoup d'autres forages sur l'île. Aussi profond, non, mais enfin, il y a plein d'autres forages. L'eau, elle descend, il faut faire attention. On a l'habitude de vivre. Moi, quand j'ai débarqué, on n'avait pas encore le forage, donc j'ai vécu avec très peu d'eau, pas d'électricité, donc je sais ce que c'est que une vie avec un minimum de besoins et de faire avec, et puis en permanence sur l'île on fait avec. C'est-à-dire qu'on n'a pas telle chose, on en a besoin. Soit c'est le voisin qui prête, ce qui se fait très facilement. Soit, on trouve une autre solution, on fait avec. Mmh. Et dans ces réunions de syndic, justement, vous y participez? J'ai posé ma candidature pour les 3 ans qui viennent. On verra. Oui, vous avez les yeux qui se lèvent. C'est un statut compliqué. Oui. Mais on peut bien l'entendre. On rentre en conflit avec tout le monde. Bon, pas au poste de syndic. Alors là,
On a failli ne pas avoir de candidat du tout d'ailleurs. Ouais. Donc on a finalement 2 candidats, donc ça va. Ouais. Parce que c'est difficile et pour nous il n'est pas question d'avoir un syndic professionnel. Hein. Ça servira à rien. Il connaît pas les problèmes de l'île. Il prendrait que du temps pour essayer de comprendre et on le paierait pour qu'il essaye de comprendre ce que nous on sait déjà. Donc il y a vraiment, c'est pas possible. Il faut que ce soit l'un d'entre nous et qui connaît déjà un petit peu le Levant. Et il faut savoir tout faire. Enfin, il y a les rapports avec le SEM, justement, les rapports avec la mairie, les rapports avec les pompiers, les rapports avec la TPM, enfin, les problèmes de billets de bateau. Enfin, il y a beaucoup de problèmes à régler. C'est bénévole. Oui, c'est bénévole. Et c'est bénévole. Les sujets récurrents que vous voyez, vous, d'année en année. C'est l'eau. En ce moment, c'est l'eau. Les forages baissent beaucoup. Ouais. Et les déchets un petit peu aussi ici. Les déchets. Oui, la gestion des déchets. Non, parce que on essaye quand même de pas trop en avoir parce qu'on a des transports, ça coûte très cher, donc vous limitez. On est obligé. Et si vous voulez, si vous avez trop de, on va dire, de béton et tout ça, vous pouvez rien en faire. Donc, si vous voulez vous en débarrasser, il faut repayer le transport dans l'autre sens. C'est le rapport du transport est énorme. Hein. Sur une bouteille d'eau que vous achetez 25 centimes sur le continent, le litre ou le litre et demi, il vous revient à 1,25 € ici. Hein. Donc, automatiquement, on fait attention. Maintenant, bien sûr, on achète. Et, donc vous vous présentez cette année, c'est ça hein. Cette année, je me présente, Mais parce que quand je vous vois, c'est parce que vous savez que la tâche est sûrement lourde et en même temps vous sentez un certain devoir. Je me méfie de moi parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui fait et quand je prends un truc, vous y allez à fond. Voilà. Ouais. Et je voudrais quand même garder essentiellement du temps pour la peinture et la sculpture. Alors peut-être que je serais pas élue, ce serait parfait, mais j'y vais parce que j'ai quand même l'ancienneté, je connais tous les problèmes. Fred a été conseiller pendant 18 ans, donc les problèmes c'est toujours les mêmes qui sont récurrents. Et voilà, c'est quelque chose, les problèmes du syndicat, on va dire, du domaine, je les connais. Vous les maîtrisez. Oui. C'est une forme de responsabilité aussi parce que vous pourriez très bien rester en retraite tranquille. Je l'ai jamais fait. Ouais. Je l'ai jamais fait. Je vais le faire et puis je vais voir si j'arrive à m'en sortir sans que ça me prenne trop de temps. Voilà. Mais quand vous dites, vous êtes pas seul de toute façon, il y aura une équipe. Alors cette année, c'est nouveau. Et je crois qu'il y a une vingtaine de candidats pour 10 postes. Pour 10 postes, d'accord. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, une vingtaine de candidats, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'engagent. Hein, pour conseiller, là il y a des candidats, c'est le poste de syndic, là c'est donc ça moi j'en veux pas. Non. Plus globalement sur la vie insulaire, Laurette, on dit souvent de la vie insulaire qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité ? Elle peut effrayer, la vie insulaire, il y en a quelques-uns, ça j'en ai rencontré, c'est sûr, qui le soir, quand le dernier bateau s'en va, d'un coup ils ont une angoisse. Ouais. D'un coup ils ont une angoisse et ils se disent, je suis en prison, s'il m'arrive quelque chose, comment je m'en vais ? Pour nous, Levantin, c'est pas du tout un problème. Ça peut aller même plus vite que si vous êtes à Paris. Je me rappelle que c'est mon neveu. Oui, mon neveu a eu une crise d'appendicite à Paris. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour arriver à le faire arriver dans un hôpital. Nous, on a eu quelqu'un qui a eu une crise d'appendicite. On va dire 3 heures, 4 heures après, il était à Samus. Ouais. Donc ça part avec hélicoptère et il arrive directement sur l'hôpital. Donc on n'a pas du tout, quand on est Ilia, on n'a pas du tout cette angoisse. Mais quelqu'un de l'extérieur, il peut l'avoir. Ou alors le silence qui s'impose quand c'est le soir, que les cigales s'arrêtent de chanter et d'un coup, il y a le petit duc qui fait ouh. Ouh. C'est charmant, le petit duc, le chant du petit duc. Le chant du petit duc. Est-ce que vous avez pu être témoin de l'arrivée de personnes qui peut-être avaient l'illusion d'une vie sur l'île un peu idéale? C'est vrai que moi j'ai pris la navette et le marin m'a dit je vous emmène au paradis. Ah oui, c'est gentil. Il m'a dit oui. Parce qu'on reste au calme même en plein été. Moi même en plein été sur mon rocher, je suis toute seule. Donc la capacité de l'île du Levant c'est entre 1500. Bon peut-être ça a augmenté ces derniers temps. On est peut-être à 2000 personnes maximum. Pour 100 habitants à l'année régulier, c'est ça. Mais juste pour revenir à ma question, est-ce que vous avez été témoin de personnes qui sont arrivées ici
et se sont peut-être un peu, ont vécu une petite désillusion parce que c'était pas vraiment la façon dont ils voyaient. Bien sûr, Ouais. ça peut arriver, parce que c'est vrai que quand on arrive en disant c'est un lieu magique, c'est ce qu'on dit tous, hein, que c'est un lieu magique, mais après il y a des disputes, on est des êtres humains, on est tous bien entendu différents, avec un caractère quand même prononcé automatiquement, parce que quand on vient sur une île, si on veut s'installer sur une île, il faut c'est quand même un geste important, un geste fort, on Bien va sûr, dire. ouais. Puis les hivers peuvent être rudes, enfin il peut y avoir une forme... il faut supporter l'hiver, il faut effectivement être bien avec soi et voilà, et aimer la solitude. Oui, oui. Oui, Tout donc à c'est fait. pas donné à tout le monde. Mais je pense que si on n'aime pas la solitude, on n'a pas du tout envie de s'installer l'hiver sur l'île du Levant. Hein. Oui, ni sur une autre d'ailleurs. Voilà. Dans ce même esprit, Laurette, quelle est pour vous votre vision de l'insularité? Ma vision de l'insularité, moi, c'est la tranquillité. Ouais. Ouais. C'est ça, la tranquillité. Quand on arrive, on a pris le bateau, on met un pied sur le quai, on est à la maison. Donc, une espèce de confiance, puisque on est, tout le Levant, c'est notre maison, déjà. Ouais. Dans un premier temps. Puis après, on arrive vraiment chez nous. Et puis on est entouré d'eau. L'eau, c'est un élément quand même qui est important pour l'être humain. Ouais. Une forme de cocon un petit peu. Oui, Ouais. oui, c'est ce que je sens. Oui. Mon cocon hier, c'est que l'appartement. Ouais. Et sur l'île, c'est toute l'île en fait. Ouais. Mais il y a des mots qui reviennent souvent. On me parle de refuge, de bulle. Ouais, c'est un peu de ça. Oui. Ouais, on revient un petit peu au ventre de la maman. C'est ça. C'est une jolie boucle. Vous faites partie, Laurette, des quelques insulaires qui connaissent bien au moins deux des îles yarroises. Vous connaissez aussi Porquerolles, mais je crois que Porquerolles et le Levant sont quand même les îles dans lesquelles vous êtes le plus ancré. Mm-hmm. Quel regard les Levantins portent-ils sur Porquerolles notamment? Parce que je crois qu'il y a quand même une certaine proximité géographique, hein, déjà tout simplement entre Porquerolles et le Levant, mais je sens que Porquerolles est quand même plus lointaine. Porquerolles, c'est très beau, Porquerolles, parce qu'en plus il y a des plages magnifiques, il y a des chemins qu'on peut faire à vélo. Moi, je l'ai fait à vélo, pas avec vélo électrique, mais à vélo. Mes cousins sont installés à Porquerolles, donc j'y vais très souvent, très régulièrement, au moins une fois par an, on va dire. Hein. Ouais. Donc voilà, et j'aime bien me promener. Je trouve que la nature, c'est la même qu'au Levant, mais en plus accessible, puisque c'est plus plat. Voilà, le Levant, faut en avoir envie, parce que direct, on a la montée, on a 1 kilomètre de montée dénivelée quand même assez raide. Donc faut en avoir envie, et puis après, ça redescend tout de suite derrière. Donc on est sur un cône rocheux sur l'île du Levant, c'est vraiment pas le même paysage. Après on a le même genre de végétation, hein, des oliviers, des pins, des arbousiers, c'est la même chose. C'est des configurations différentes. Moi je trouve Porquerolles très belle. Porquerolles pour moi c'est trop sauvage, mais pour moi c'est trop sombre, parce que dès qu'on rentre dans le maquis, on perd le soleil. Alors justement, je voulais vous demander, Laurette, vous qui connaissez les 3 îles, de choisir un ou deux qualificatifs pour chacune d'entre elles. Comment vous les qualifieriez chacune? Pour moi, oui, effectivement, Porquerolles, c'est beau, c'est vraiment l'état sauvage, vraiment à l'état pur, mais c'est sombre. Pour moi, le coucher de soleil, en plus, le coucher de soleil, quand vous êtes sur la terrasse du port, quand le soleil se couche et devient rouge, il passe derrière Bagot et vous avez une barbe noire devant le soleil. Alors vous avez un très beau ciel rouge comme nous on peut le voir, mais il y a quand même la barre noire devant. Ça, pour moi, c'est Porquerolles. Porquerolles, c'est plutôt sombre pour moi, au niveau de l'atmosphère. Après, Porquerolles, je le connais parce que Fretz, le père de mon fils, a été 2 ans, les parents de Fretz ont habité 2 ans Porquerolles, et donc il est allé à l'école de Porquerolles, et donc il a fréquenté les enfants Angers, Dany, les enfants de Porquerolles. Donc il les connaissait de l'enfance, et l'amitié, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai connu les Porquerolliens, certains Porquerolliens comme ça.
Donc c'est vrai que ça fait partie de mon environnement. Porquerolles, c'est parce que mes cousins se sont installés là-bas que j'y vais, que je trouve très belle. Il y a aussi cette luminosité à Porquerolles, hein. Et puis le soir, quand le dernier bateau est parti, on retrouve un peu l'ambiance du Levant, je trouve aussi. Ah oui, vous trouvez des Oui, similitudes. je trouve. Ouais. Oui. Alors, si on doit choisir un mot pour qualifier chacune d'elles, vous diriez quoi? Donc la sauvagerie pour Porquerolles. La beauté pour Porquerolles. Ouais. Et et la lumière pour le Levant. Et la lumière. Parce que ce cône rocheux fait qu'on est toujours, on a toujours une vue qui est dégagée quand même. Vous n'êtes pas la première à me dire la lumière, hein? Voilà. Ouais, très intéressant. Qui sont aujourd'hui les résidents du Levant à l'année? Ben des gens qui travaillent en tant qu'entrepreneurs, quoi. Il y a beaucoup de travaux sur le Levant, il y a beaucoup à faire. Il y a 200 maisons qui ont été faites, bon, avec les problèmes de transport, de faire venir les matériaux et tout ça, c'est compliqué. Donc on fait souvent avec des choses pas aussi bien faites qu'on le ferait en face avec un tractopelle et des grues et des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de travail pour ces entreprises au Levant, et il y en a quelques-unes. Il y a les propriétaires qui vivent à l'année, qui sont à la retraite et qui se sont fait une belle petite maison confortable, et donc qui sont là à l'année, qui bougent plus. Voilà. Et ce sont les habitants, c'est ça, ce sont les propriétaires résidents et les travailleurs. Il y a une population cosmopolite au Levant, j'ai l'impression un peu plus que sur les deux autres îles. Hein. Certainement, oui. Ça tient d'où? De l'héritage des Durville, et peut-être une attraction. J'ai échangé avec Pascal hier, dont les grands-parents étaient d'origine allemande, hollandaise. C'est de la culture du naturisme. Hollandais. Oui, donc il y a peut-être aussi quelque chose lié à l'histoire du naturisme. Voilà, à l'histoire du naturisme. Mon beau-père, il est arrivé sur l'île pour ça, parce que le soleil d'abord, le soleil, la lumière et le naturisme. Ouais. C'est trois choses qui l'ont attiré, et il est reparti. Il a vendu son affaire en Hollande et il est venu s'installer ici, alors qu'il savait pas comment il allait vivre, hein, mais il a foncé. Il me reste quelques petites questions, Laurette. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le Levant des années 70 quand vous êtes arrivé ici? Non. Rien? Non, je suis pas tournée vers le passé. Par contre, j'aime bien connaître le passé, mais regretter le passé, non. Il faut vivre avec son temps et regarder ce que demain nous réserve pour se préparer à demain. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous semble avoir évolué positivement? Alors là, vous me posez une colle. Ouh, je sais pas, là, très compliqué de répondre. Une évolution positive sur l'île du Levant. Est-ce que l'électricité en 89, c'est une évolution positive? Alors, c'est Fretz qui est à l'origine de cette électricité en 89. Et pour moi, c'était vital, essentiel, hein. Si j'avais pas l'électricité, là, je piquais une crise et je partais. En tant que restaurateur. Voilà. Donc, et pourtant, l'électricité a complètement changé le Levant, les Levantins, et pourquoi? Dans les relations? Oui, tout a changé avec l'électricité. On m'a dit que à l'époque, quand seuls les restaurants bénéficiaient par les groupes électrogènes, on avait fait de l'électricité. C'était une plaie, hein. Mais de fait, c'était des lieux de rassemblement aussi. Voilà. Puisque la gestion de l'électricité avec les groupes électrogènes, c'était vraiment très pénible, compliqué, ça tombait en panne, ça puait, c'était sonore, il y avait des fumées, enfin vraiment beaucoup de désagréments. Et bonheur quand le câble de l'électricité est arrivé, on n'avait plus tout ça, c'était un vrai bonheur. Mais en même temps, pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, mais dans les 10 ans qui sont venus derrière, ça a commencé un changement de population. C'était plus des gens qui malgré les difficiles conditions de vie, venaient s'installer sur l'île du Levant. Et donc, on se rapproche de plus en plus de la vie citadine de cette manière. Ouais. Ça, je veux dire, ça peut être un regret. Oui, donc c'est un double tranchant. Avec cette volonté, par contre, je sens que c'est possible sur le Levant d'essayer de freiner nos appétits de vie citadine sur l'île, ce possible. Essayer de faire un lieu quand même un peu protégé des maux de la ville, on va dire. C'est possible. Pour moi, c'est possible. Peut-être je rêve.
Quels sont, selon vous, les grands enjeux du Levant dans les années à venir? C'est ça. C'est voilà, vraiment essayer de faire, d'orienter la vie du Levant vers beaucoup plus d'écologie et voilà, plus de rester plus près de la nature, on va dire. Faire comme si même l'électricité pouvait, l'eau elle est de toute façon elle va se raréfier. Même si on a des bons forages, les forages descendent, l'eau va se raréfier, donc il va falloir changer notre façon de consommer. Mais en ça, l'île du Levant pourrait tout à fait être un territoire pionnier sur bien des aspects. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, oui, mais on n'est pas encore arrivé à vraiment le mettre en place. Oui, vous avez mais avec l'association Smilo, on peut. Et il y a d'autres associations qui ont envie de venir faire des essais sur l'île et c'est possible sur l'île parce que justement le lieu est petit. Voilà, on peut prendre des solutions parce que ça peut ne pas coûter trop cher. Oui, tout à fait. Pour les auditeurs, donc l'association Smilo qui permet vraiment la convergence des bonnes idées, des bonnes pratiques entre de façon écologique, éco-responsable. Tout à fait, entre les petites îles du monde. Donc c'est ça. Oui. Et donc il y a des projets qui sont, par exemple pour le broyage des végétaux, qui ont été déjà menés ici et qui font exemple pour d'autres îles. Oui, c'est très bien. Ouais. Bon, et puis en plus, je veux dire, cette identité naturiste, pour reprendre les termes des Durville, voilà, un esprit simple, rustique, je veux dire, le monde et la société, l'avenir de la planète, nous dit que finalement c'était assez visionnaire. C'est ça. C'était visionnaire et c'est pour ça que je dis qu'au Levant ça peut être possible. Après, peut-être je rêve, j'en sais rien. Mais s'il y a un lieu qui est prédisposé à cela, c'est bien ici. Oui, un lieu d'expérimentation possible en tout cas. Deux dernières questions, Laurette. Quelle est votre définition du Levantin? Du Levantin? Oui. Alors, définition, je sais pas, mais c'est caractéristique, même si vous allez me dire que ici tout le monde a son individualité, peut-être. Mais ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quand même eu des traits qui le trait principal c'est le rapport à la nudité qui est tout simple et voilà, et simple et naturel, le rapport à la nudité, donc c'est quand même ça n'a rien à voir avec les autres personnes et bon, moi je suis jamais allée dans un camp naturiste, je sais pas trop comment, je vois simplement ceux qui fréquentent les camps, je vois bien. Et c'est plutôt les personnes que je mettrais dans les intégristes naturistes, nudistes, on va dire, et que je n'aime pas trop. Je n'aime pas les extrêmes. La vie, elle est faite de gris, elle est pas faite de noir et de blanc. Et on le voit ou on le voit pas. Mais pour moi, c'est cette identité naturiste, c'est ce qui distingue des autres îles et des autres personnes du monde. Il y a quand même ce respect, même s'il y a beaucoup de changements, il y a quand même ce respect à l'autre qui est plus important, à mon avis, qui est plus important sur le Levant, même s'il est insuffisant. Il est plus important sur le Levant qu'ailleurs. On dit souvent, et là-dessus, je serais bien incapable de juger ou d'apprécier cette réflexion, mais ici, c'est pas le Cap d'Agde. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas très intéressant de parler de ça, mais c'est vrai que quand Fretz a vendu son hôtel, le Ponant, qui est devenu le Rocher du Secret, donc qui est devenu donc son nouveau propriétaire venait du Cap d'Agde et voulait faire du Ponant un endroit de Cap d'Agde de luxe. Ça n'a pas du tout fonctionné, mais alors pas du tout, parce qu'il a fait venir effectivement des gens du Cap d'Agde qui ne se sont pas du tout reconnus, parce que déjà les talents aiguilles sur l'île du Levant, c'est pas possible. Il n'y a pas de taxi. Il n'y a pas de taxi le soir. À partir de 9h du soir, il n'y a pas de voiture. Donc c'est vraiment tombé à l'eau. Les gens se sont sentis désorientés. Enfin, les gens du Cap n'avaient rien à voir avec les Levantins libertins, mais alors rien à voir. Et donc ça a beaucoup fluctué. Il y a eu des changements dans le personnel du Rocher du Secret. Alors maintenant, il n'est pas du tout dans l'esprit levantin. Le Rocher du Secret, c'est devenu un hôtel de grand luxe, ça c'est sûr, c'est magnifique, mais ils sont en dehors du Levant.
Ils incarnent autre chose. Ils incarnent autre chose. Okay. C'est devenu un petit bout de terre annexe. Voilà. Dernière question, Laurette. Quand vous êtes loin de l'île, que vous pensez au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Ah, c'est ma maison. Ah. Non, c'est ma maison, c'est mon lieu. Si tout va mal dans le monde, c'est là que je serai, hein, de toute façon que je suis. Je suis et que je serai. Votre maison, oui, qui est quand même assez incroyable, avec votre atelier très en plus, ouvert. Là, je l'ai faite, voilà, je suis enfin arrivée à ce que vous beaucoup vouliez. d'années, 10 ans, presque 10 ans que j'ai vendu la pomme, j'ai fait que ça. Il y avait beaucoup à faire ici. Ouais. C'est un magnifique endroit. Ça va maintenant, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup, Laurette. Merci, Ingrid. Merci à Laurette pour sa sincérité et sa générosité. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles également sur Apple Podcasts avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de soutenir ce podcast et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.